Bien, donc après avoir présenté le cycle de vie d'une activité, bon, on va voir un petit maintenant les outils qu'il faut d'abord mettre en place pour pouvoir développer une application native Android. Bon, d'une manière générale, pour développer une application mobile Android native, donc vous avez besoin d'abord d'installer le kit de développement Java. Alors, pour votre cas, il faut s'assurer que vous avez la version 8 de Java, Java 8. Alors ensuite, il faudrait donc installer le SDK Android. En fait, c'est lui qui va vous permettre de compiler, de créer l'application Android finalement. C'est le SDK Android. Alors pour pouvoir installer le SDK Android, euh, vous pouvez le télécharger directement, mais il y a un moyen plus simple, c'est d'installer directement Android Studio. Alors en fait, Android Studio, donc c'est un IDE. Donc, qui permet de développer des applications Android, mais c'est le même IDE que nous allons utiliser pour développer les applications Flutter. Donc, c'est-à-dire, au final, vous installez donc une dernière version de Android Studio, et quand vous lancez Android Studio, il vous demande si le SDK Android n'est pas installé, il va le télécharger et l'installer. Donc, ce qui fait que quand vous lancez Android Studio la première fois, donc ça prend beaucoup de temps, le temps de télécharger le SDK Android et de l'installer. Mais sinon, ça se fait rapidement. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il faut installer Android Studio. Mais avant ça, il faut s'assurer que vous avez Java 8, donc le kit de développement Java qui est installé. En fait, il faut juste dire que Android Studio, c'est un IDE qui est lui-même qui est basé sur IntelliJ. Alors vous savez que bon, pour les IDE Java, donc il y a Eclipse, il y a IntelliJ, il y a d'autres IDE comme NetBeans, etc. Euh, Avant, il y a quelques années, il y a 6 ans ou 7 ans plus que ça, on développait les applications Android sur l'environnement Eclipse. Il y avait un plugin qui a été développé pour Eclipse et qui permet à partir de Eclipse de développer des applications Android. Mais depuis longtemps, ce plugin donc n'est plus maintenu. Donc, il dit que Google, il a carrément développé donc son environnement de développement, si vous voulez, Android, qui est basé sur IntelliJ. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont déjà l'habitude de travailler avec IntelliJ. Donc, il faut savoir justement que Android Studio, bon, il est basé sur IntelliJ comme IDE. Voilà. Donc, ce qui fait que, d'une manière générale, Android Studio, donc c'est un environnement familier qui vous est familier, donc vous pouvez utiliser facilement. Bien. Alors une fois que vous installez Android Studio, donc la première des choses qu'il faudrait vérifier, à laquelle il faut toujours faire attention, c'est de vérifier donc la version de SDK Android qui est installée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la version des API SDK Android que vous avez dans votre environnement. Alors pour cela, donc, il y a en fait un outil qui s'appelle SDK Manager. En fait, SDK Manager, c'est si vous lancez Android Studio, en principe, vous allez trouver dans les outils, vous allez trouver SDK Manager. Alors également, on peut le lancer de l'extérieur sur ligne de commande parce que c'est des outils qui sont fournis par le SDK Android. Alors en fait, le SDK Manager, donc, il vous permet donc de voir d'abord, si vous voulez, les versions de l'API, en quelque sorte Android, SDK Android que vous utilisez. Alors si vous remarquez bien, donc il y a c'est-à-dire il y a Android 2, 2.2, 2.3, etc. jusqu'à la dernière version, c'est Android 10, c'est la version 10 de Android. Mais dans chaque version, il y a des API, ici API level. Alors par exemple sur Android 2.1, l'API, la version de l'API c'était 7. Ensuite c'est la version 8, 9, 10, etc., etc., etc. Donc ça avance comme ça. Et chaque version généralement il lui donne un nom. Par exemple la version 2.1 c'est Eclair, après Froyo, etc., etc. Jelly Bean, etc. Donc c'est des noms qu'il associe généralement aux différentes versions de Android.
Et maintenant, par exemple, sur la version par exemple Android 10, bon, l'API, la version de l'API, donc c'est 29. C'est-à-dire, donc ce qui fait que c'est très important de connaître la version de l'API. Pourquoi? Parce que quand vous créez un projet, d'une manière générale, un projet Android Studio, un projet Android, il vous demande qu'est-ce que vous ciblez comme API. Par exemple, si vous lui dites je veux créer une application dont l'API minimale c'est 29, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a que les smartphones qui disposent de Android 10 par exemple qui vont exécuter cette application. Mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je crée une application Android, je peux lui dire par exemple, mon application, je vais la compiler avec l'API 29, numéro 29, mais le minimum, je peux par exemple dire, mon application devrait s'exécuter sur un système Android qui devrait avoir un minimum 18, par exemple la version 18. Comme ça, les anciens appareils, les anciennes versions d'Android, donc ils vont pouvoir exécuter votre application. Alors c'est tout à fait normal parce que de version en version, il y a des nouvelles, des choses qui s'ajoutent. Et quand vous dites par exemple minimum 18, et comme ça votre compilateur, à chaque fois qu'il tombe dans une fonctionnalité qui n'existait pas, bien sûr dans la version 18 et ultérieure, ben, il va vous la souligner en rouge. Il vous dit que ça, attention, cette fonctionnalité, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous souhaitez l'exécuter sur un système 18. Mais après, il y a deux solutions, soit que vous dites, voilà, je cible minimum 21 ou la 22, comme ça vous êtes sûr que ça va passer. Sinon, carrément, il faut chercher une alternative à l'instruction et de choisir une autre solution. Pour ça, c'est ce qu'on appelle Android SDK. Alors après, bon, si vous avez l'API 9 installée, si vous souhaitez, si par exemple pour une raison ou une autre, vous avez besoin de la version 8, ben, il suffit de la cocher. Et après, par la suite, vous validez. Et après, il va télécharger donc la version et il va l'installer. Donc ça, c'est Android SDK, plutôt SDK Manager. Alors ensuite, il y a un autre outil qui est très important, c'est les émulateurs. Alors si vous voulez tester vos applications Android, en principe, vous pouvez brancher votre téléphone, votre smartphone physique, vous pouvez le brancher via USB directement à votre machine et vous pouvez tester les applications sur votre smartphone. Mais vous savez, bon, ça c'est pas très pratique. Pourquoi? Parce que d'un côté, quand on développe une application Android, nous avons besoin de la tester sur différents appareils. On a besoin de la tester sur une tablette, sur un smartphone avec une petite taille, avec un petit écran, avec un grand écran, etc. Il faut s'assurer que votre design, il est bien responsive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise en tout cas donc, au niveau de l'affichage, parce que souvent il y a des erreurs qui sont commises souvent. C'est-à-dire vous avez un affichage qui va bien dans votre smartphone, mais après quand vous êtes dans un smartphone qui est relativement petit, parfois vous voyez il y a des choses, il y a des surprises. Donc ce qui fait que pour pouvoir tester les applications Android, donc vous n'avez pas forcément besoin d'un vrai smartphone. Donc vous avez tout simplement besoin d'utiliser ce qu'on appelle Android Virtual Device. Alors Android Virtual Device, donc c'est ce qu'on appelle les émulateurs Android. Alors la même chose sur Android Studio, vous pouvez y accéder facilement. Dans tout simplement ici Tools, vous avez AVD. Plutôt voilà, AVD Manager, c'est Android Virtual Device Manager. Bon, ça vous permet donc de lancer, de créer. Vous pouvez créer des émulateurs. Après, vous pouvez choisir les différents types d'émulateurs. Est-ce que vous voulez émuler un TV, ou bien un téléphone, ou bien une montre, ou tablette, etc. Et ici, donc, par exemple, pour les smartphones, vous pouvez choisir des modèles. Et chaque modèle, il y a des dimensions qui sont précisées là. Une fois que vous créez le modèle, il va vous demander généralement, s'il le faut, il le télécharge. Et après, une fois que vous le créez, vous avez ici un modèle. Une fois que vous avez votre émulateur, vous pouvez en créer plusieurs. Vous les démarrez avec ce bouton ici, voilà, lancer l'émulateur. Alors quand vous le lancez, ben, il va lancer tout simplement un émulateur. Bon, il lance l'émulateur. Alors quand il lance l'émulateur, là il faut comprendre une chose qui est très importante parce qu'un émulateur, c'est une machine virtuelle. Alors c'est une machine virtuelle, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand vous lancez l'émulateur, il va lancer tout ce que vous avez, tout ce que nous avons montré tout à l'heure dans l'architecture. Il va lancer des trucs comme ça. Quand vous lancez l'émulateur, il va d'abord, un émulateur, il crée des composants virtuels, c'est-à-dire d'abord tout ce qui est physique, c'est-à-dire tout ce qui est le smartphone physique, donc il va créer des composants virtuels. C'est-à-dire vous avez des composants, c'est en fait des objets Java qui sont créés, c'est des objets en tout cas. Donc il démarre l'émulateur virtuel, c'est en fait c'est la machine virtuelle si vous voulez. Ensuite l'émulateur il démarre l'OS Linux, il charge les librairies, les vraies librairies, il démarre la machine virtuelle de Dalvik, la JVM, et ensuite il démarre le framework, le vrai framework, et il démarre également des applications. Et après, quand il démarre des applications, vous pouvez regarder l'émulateur. Ben, vous allez trouver, finalement, on va dire, vous pouvez lancer un navigateur, vous lancez pour faire pas mal de choses, pour faire pratiquement beaucoup de choses avec l'émulateur, sauf que, bien sûr, vous ne pouvez pas faire un appel téléphonique, parce que sinon, il faut passer par un vrai téléphone. Et bien sûr, cet émulateur lui-même, il est connecté à Internet. Vous avez pratiquement en tout cas, un vrai téléphone. Donc, un émulateur, Android Virtual Device. Donc, c'est un émulateur qui permet donc de tester les applications Android. Alors, quand vous allez développer des applications iOS, ben, la même chose. Donc, il faudrait démarrer un émulateur iOS. Vous savez que dans iOS, nous l'avons dit tout à l'heure, au lieu d'utiliser Android Studio, il faut utiliser une plateforme qui s'appelle Xcode. Au lieu de Java, ça va être c'est Objective-C ou bien Swift. Bon, ça c'est, en tout cas, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées. Alors en tout cas, quand vous avez donc l'émulateur Android, vous pouvez commencer à exécuter vos applications. Une fois que vous créez une application, directement ici, quand on va exécuter l'application, on voit bien ici déjà que par défaut, il détecte les émulateurs qui sont lancés. Une fois que vous avez l'émulateur qui est lancé, tout simplement, vous pouvez l'exécuter. Et quand vous l'exécutez, vous pouvez voir l'application directement. En fait, on peut voir l'application qui va s'afficher dans l'émulateur. Bien sûr, bon, ça c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. D'abord, qu'est-ce qui se trouve dans un projet Android? Et après, on va voir comment travailler tout ça. Bien. Alors après, maintenant, donc ça c'est Android Virtual Device. Après, donc, si vous voulez créer un projet Android, bon, le principe, c'est toujours, vous allez vers File, New Project. Bon, ça c'est des choses, on va dire, classiques. Alors, File, New Project. Et après, vous allez choisir le modèle de projet. Alors, en fait, quand vous créez un projet Android, il y a par défaut soit No Activity, c'est-à-dire vous avez un projet Android qui ne contient pas d'activité. Vous savez, un projet Android qui n'a pas d'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'exécutez, vous n'allez rien voir. Il n'y a pas d'interface, parce qu'en fait, l'activité, c'est la partie UI. Ou bien vous dites, je veux créer une application Android qui va utiliser une activité, soit un petit activité, c'est une activité qui est vide. Encore, si vous voulez, vous créez une application Android qui va démarrer avec une activité qui a un petit menu, vous avez un bouton ici, des trucs comme ça. Bon, ça c'est juste, vous voulez démarrer. Mais il est conseillé au départ de démarrer une application avec un petit activity. Comme ça, vous allez comprendre l'architecture de l'application. Généralement, on donne le nom à l'application, TP Android par exemple. Et chaque application alors chaque application, il faut lui attribuer le nom de package. Alors en fait, généralement, les classes Java que vous allez créer, ils vont se retrouver dans ce package-là. Mais ce package-là est également très important. Pourquoi? Parce que chaque application installée dans le système Android est identifiée par un identifiant. Et généralement, l'identifiant qui est utilisé pour des applications, c'est le package.
C'est-à-dire que logiquement, dans un système, dans un smartphone Android, vous ne pouvez pas installer deux applications qui utilisent le même package. Sinon, parfois vous installez l'application, il va écraser l'autre. Donc, ce qui fait que quand vous spécifiez, généralement le package, souvent on met le nom de domaine de l'entreprise, point inversé si vous voulez, point le nom de l'application, mais souvent il faut s'assurer que ça c'est quelque chose unique à votre projet. Donc ça c'est une histoire. Alors ensuite, donc voilà l'endroit où le projet va être créé et le langage qui va être utilisé. Alors par défaut c'est Java. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, au lieu d'utiliser le langage Java, on peut utiliser le langage Kotlin. Alors, en fait, le langage Kotlin, c'est un langage qui est basé sur Java. En fait, qui est basé sur Java. D'ailleurs, toutes les applications qu'on développe avec Java, même quand on va travailler avec Spring, au lieu de travailler avec Java, on peut utiliser Kotlin. En fait, la particularité de Kotlin, c'est un peu, on va dire syntaxiquement, c'est très réduit. Si vous voulez, Java, c'est un langage qui est bavard. Bavard, ça veut dire que il faut écrire tout. Il faut importer, il faut écrire, il faut générer les getters et setters. Donc, vous voyez, donc, généralement, quand vous écrivez avec le langage Java, vous écrivez beaucoup de code. Ce qui est très important pour les développeurs parce que souvent, chaque chose, il faut savoir à quoi elle va servir. Mais après, bon, forcément, pour les développeurs des applications mobiles, ce n'est pas forcément des programmeurs, c'est-à-dire de haut niveau. Donc, ce qui fait qu'il y en a ceux qui vont travailler avec Kotlin, parce que tout simplement, on va dire, Kotlin, c'est un langage qui ne nécessite pas d'écrire beaucoup de code. Si vous voulez, il y a des mots-clés qui ont été introduits qui permettent, par exemple, de ne pas écrire les getters et setters, d'éviter un certain nombre de choses. Donc, ce qui fait que, euh, en fait, Google a fait de Kotlin son langage, si vous voulez, préféré pour développer des applications natives. Mais les développeurs Java, d'une manière générale, préfèrent toujours travailler avec Java. C'est un langage, du moment que vous connaissez le langage, donc il vaudrait mieux travailler avec. Mais par contre, ceux qui n'ont pas déjà fait le langage Java et qui veulent développer des applications mobiles Android, il vaudrait mieux qu'ils commencent à développer directement avec Kotlin. Donc ça, c'est si vous voulez en résumé. Donc, quand on crée le projet, on a besoin de spécifier, vous voyez donc ici, minimum SDK. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, donc ça c'est le SDK Android. Alors, ici, donc, j'ai la version l'API 29 que je vais utiliser, mais le minimum, ici, c'est 18. C'est-à-dire, je suis en train de dire que mon application Android, il pourra même s'exécuter sur des systèmes Android anciens qui utilisent la version 4.3. Alors, quand vous mettez ici 18, il vous donne une idée, il vous dit à peu près votre application pourra s'exécuter sur 98,4% des devices. C'est-à-dire, vous ciblez, c'est-à-dire le monde, parce qu'il y a quand même ceux qui ont des appareils qui sont très anciens également. Mais si vous dites par exemple, pour moi le minimum c'est, je voudrais que le minimum c'est 22. Alors si 22, ça veut dire que à partir de Android 5.1, bah vous voyez ici donc voilà, vous ciblez 92,3% des devices. Alors si vous dites par exemple le minimum c'est 30, vous voyez bien que si vous faites minimum c'est 30, ça veut dire que vous êtes en train de cibler 1%, il est inférieur à 1% des devices, c'est normal, parce que ça c'est la nouvelle version d'Android, et que tous les systèmes ne sont pas encore équipés par cette version. Bon. Il serait très logique donc de garder les valeurs par défaut, par exemple de dire 18, par exemple comme minimum SDK. Et après vous créez le projet. Bon, une fois que le projet est créé, alors en fait, qu'est-ce qu'il y a dans un projet Android? Alors en fait, dans un projet Android, c'est un projet Gradle. Alors en fait, Gradle, c'est quoi en fait? Alors Gradle, c'est un outil. Alors je reviens vers les slides.
Donc, plutôt, un projet Android, c'est un projet qui est basé sur Gradle. Alors, Gradle, si vous voulez, c'est quoi? C'est un outil qui permet l'automatisation des opérations de construction des applications Java, tout comme Maven. Alors, vous savez que pour développer une application Java, il y a deux outils qui sont utilisés généralement. Il y a Maven, c'est ce qu'on va beaucoup utiliser par exemple dans la partie J2E. La deuxième solution, c'est d'utiliser Gradle. Alors en fait, ça c'est c'est les outils classiques. Alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez une application avec par exemple Gradle, c'est que au moment de la compilation, c'est Gradle qui va compiler le code source. C'est lui qui va vous générer l'APK, on va dire l'exécutable. Parce qu'en fait, quand on va installer l'application Android dans le système Android, donc on va générer ce qu'on appelle les piquets. C'est le fichier extension APK, si vous voulez, final de l'application qu'on va exécuter. Donc, c'est lui qui va permettre d'exécuter les tests unitaires, etc., etc. Donc, ça veut dire que toute l'automatisation, ce qu'on appelle des builds, des constructions des logiciels, ben, tout simplement, on le fait avec Gradle ou bien Maven. En tout cas, ça c'est pour Java. Et en même temps, s'il y a des dépendances, s'il y a de nouvelles librairies qu'il faut utiliser dans le projet, ben, tout simplement, c'est l'outil, c'est Gradle qui va télécharger ces dépendances. Il suffit de les déclarer dans un fichier que je vais vous montrer. Et après, donc, c'est lui qui va se charger de télécharger les dépendances et de les mettre dans votre projet. Donc, par défaut, en principe, en fait, Gradle contient un fichier, c'est-à-dire un projet basé sur Gradle. C'est un projet qui utilise un fichier qui s'appelle build.gradle, dans lequel on va déclarer un tas de choses. Qu'est-ce qu'on va déclarer? On déclare les dépendances du projet, les librairies à utiliser. Vous y trouverez par exemple par défaut donc JUnit, parce qu'en fait JUnit c'est un framework qui permet de faire les tests unitaires. C'est une librairie qu'on utilise pour exécuter les tests unitaires. Également, on y trouvera dans ce fichier-là la version des API SDK Android à utiliser au moment de la compilation, etc., etc. Bon, pour le moment, c'est un fichier que vous n'avez pas besoin de modifier. Alors, quand vous créez votre première application Android, ben, c'est un fichier qu'il faut quand même regarder, parce qu'en fait, c'est un fichier qui est très important. Ici, vous allez trouver ici build.gradle, plutôt celui-là, dans lequel vous allez trouver, donc ça, c'est le fichier, voilà, build.gradle. Ben, vous voyez donc ici, vous trouverez de la config, par exemple, la compilation. Vous utilisez l'API numéro 29. Et après, ici, on va trouver le nom du package de l'application, parce qu'après, il va générer le package de l'application. Le minimum SDK c'est 18, target c'est 29, c'est-à-dire je cible 29, mais mon application, c'est-à-dire je compile avec l'API 29, mais mon application pourra également s'exécuter sur des appareils basés sur la version 18, etc. Et là, vous trouvez les dépendances, dependencies. Alors, par exemple, quand il y a une dépendance, vous voyez que par défaut, vous avez des dépendances qui sont incluses par défaut dans un projet Android, comme JUnit par exemple, etc. Alors, tout ça, c'est des dépendances. Mais après, s'il y a une nouvelle librairie que vous voulez intégrer dans votre application, et bien tout simplement, on va voir, on va juste ajouter une ligne comme celle-là, implementation, dans laquelle on va mettre tout simplement directement le nom de la dépendance et la version. Et après, c'est Gradle qui va se charger de télécharger. Bien sûr, ça suppose que votre machine est connectée à Internet. C'est Gradle qui va se charger de télécharger la dépendance et de la mettre dans votre projet, de l'inclure parmi les dépendances de votre projet. Voilà. Alors donc, et après, par la suite, dans une application Android, vous allez trouver une activité. Alors, dans la partie Java, dans le dossier Java, vous allez trouver donc dans votre package que vous avez spécifié min activity. Alors comme vous voyez donc, vous trouverez du moment que nous avons créé un projet, qui est basé sur un empty activity, c'est-à-dire une activité qui est vide, ben vous voyez donc qu'il y a une activité qui est créée par défaut. Alors
Vous voyez donc, c'est une classe qui hérite de la classe AppCompactActivity, mais AppCompactActivity elle-même, si vous regardez, contrôle, c'est une classe qui hérite de FragmentActivity, et FragmentActivity elle-même, c'est une classe qui implémente des interfaces, etc. Mais globalement, qui hérite de ComponentActivity, et après ComponentActivity elle-même hérite de component, plutôt ça c'est extend, vous voyez, component. Et si vous y allez encore, extend activity, vous voyez. Donc finalement, elle-même, il hérite de la classe activité. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que si vous voulez créer une activité, il faudrait hériter d'une classe qui hérite de la classe activité, ou bien hériter de l'une des sous-classes de la classe activité. Par exemple, app compact activité. Et là, on va redéfinir les méthodes. Alors, comme je disais tout à l'heure, la première méthode qu'il faudrait redéfinir, c'est la méthode onCreate. Alors après, si vous voulez redéfinir les autres méthodes, CTRL espace, et là, vous allez trouver la méthode on. Vous voyez donc, voilà, onStart, onRestart, etc. On peut redéfinir plein de méthodes, mais pour le moment, si vous voulez créer une application, dans la majorité des cas, il est suffisant parfois d'utiliser que la méthode onCreate. Alors en fait, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, la méthode onCreate, une fois que le système Android va instancier l'activité, il va faire appel à la méthode onCreate, c'est la première méthode qui s'exécute, et il va lui passer le bundle. Alors rappelez-vous, en fait ce bundle-là, si par exemple, comme je disais, au départ, quand vous lancez l'application Android la première fois, donc il n'y a pas de... c'est-à-dire il n'y a pas un état préalablement enregistré de l'activité par le système Android. Donc, mais votre activité, il va s'exécuter. Mais si par exemple votre activité, il passe en arrière-plan et que le système Android a besoin de mémoire, il va détruire, si vous voulez, tuer le processus de l'activité. Mais avant de tuer le processus de l'activité, il va sauvegarder son état dans un fichier, sous forme de ce qu'on appelle un objet bundle. Ce qui fait que quand vous lancez l'activité, le système Android, il va regarder si le bundle, s'il y a un état qui a été déjà enregistré de cette activité, il lui passe ça en argument. Alors en fait, dans cette méthode, on va souvent trouver la méthode, on fait appel à la méthode onCreate de la classe parente, et on lui transmet donc, c'est-à-dire cette instance. Et après, par la suite, on va afficher la vue. Alors pour pouvoir afficher une vue dans le système Android, on fait appel à une méthode qui s'appelle setContentView, que vous avez également hérité de la classe Activity. Alors maintenant, setContentView, ça permet d'afficher une vue, un écran, c'est une page. Alors, il est où la vue? Donc vous avez deux façons de faire. Soit que vous commencez à créer des objets Java, vous créez un layout, vous créez un bouton, vous créez des zones de texte, comme vous le faites avec JavaFX. Et après, par la suite, vous pouvez afficher la vue, c'est-à-dire sous forme d'un layout. Ou bien, tout simplement, toute l'interface, vous allez la définir dans un fichier séparé XML. Alors, comme vous le voyez ici, il fait appel à une activité qui s'appelle activité main. Alors, en fait, activité main, c'est un layout que vous allez trouver dans le dossier ressources. Et si vous avez un dossier resources, dans lequel vous allez trouver layout. Et dans le dossier layout, vous allez trouver le fichier activité main.xml. Alors, si vous ouvrez ce fichier XML, vous allez trouver tout simplement, c'est un fichier XML qui ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce fichier XML? Comme vous le voyez, c'est ça la vue. En fait, la partie view de l'activité. Alors, vous voyez donc, vous avez c'est un fichier XML qui va utiliser un layout. Alors, vous savez, par exemple, si vous faites la comparaison avec ce que vous avez déjà vu dans JavaFX ou bien dans Swing, c'est que quand vous créez des composants, il faut utiliser un layout. Par exemple, vous utilisez border layout ou bien vous utilisez grid layout, encore border pan, grid pan, etc. Parce qu'en fait, pour faire la mise en page des composants,
il faudrait les mettre dans des conteneurs. En fait, ces conteneurs, c'est ce qu'on appelle des layouts. Alors, qu'on voit ici, par exemple, par défaut, vous avez un conteneur qui s'appelle constraint layout, qui permet donc qui offre une manière avec laquelle on peut faire la mise en position des composants dans le layout, un par rapport à l'autre. C'est-à-dire quand vous allez créer un composant, il faut tout simplement lui dire par rapport aux parents comment il va s'afficher, par rapport par exemple au composant suivant, c'est-à-dire comment il va s'afficher. Donc il existe une technique qui permet donc de montrer comment faire la mise en position des composants à l'intérieur d'un layout. Alors, il existe plusieurs layouts qu'il faut connaître. Bon, ça, c'est pas pour le moment que je vais vous parler de ça. En tout cas, dans notre vie pour le moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement à l'intérieur de ce layout, bon, il y a des propriétés, mais tout ça, c'est des choses que vous allez retrouver à chaque fois. On a tout simplement un text view. En fait, un text view, c'est tout simplement un composant qui permet d'afficher un texte. Alors, quand on affiche, dans notre cas ici, donc text view, ce text view, il va afficher un texte qui s'appelle Hello World, que vous voyez ici. Mais ce text view, si vous voulez, il va s'afficher. Alors, ici, ça, c'est, on va dire, la vue au format XML. Mais Android Studio, il vous fournit, en fait, on va dire, un outil WYSIWYG. WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get. Donc, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas rédiger la vue au format en écrivant de XML, vous pouvez directement, vous avez ici les outils de l'interface, et là vous pouvez donc créer vos composants. Alors comme vous voyez ici, pour le moment nous avons un seul composant, ici c'est Hello World qui est créé, c'est TextView, et après il y a une fenêtre propriété c'est-à-dire une fenêtre propriété dans laquelle vous pouvez spécifier les propriétés. Alors en fait dans les propriétés vous pouvez spécifier la taille, toutes les propriétés du composant quand vous le faites si vous voulez dans tous les IDE d'une manière générale WYSIWYG. Vous voyez par exemple vous voulez changer le texte ici, vous mettez par exemple hello BDCC. Après, dans les propriétés, vous avez des propriétés qui indiquent comment ce texte-là va être positionné par rapport aux autres. On va voir, donc, par exemple, ici, du moment que c'est un constraint layout qui est utilisé, donc on pourra le déplacer, donc on peut spécifier un petit peu, on va dire, par rapport à gauche, comment il va être par exemple, est-ce qu'il va être centré à droite, comment il va être positionné. Alors en fait, si vous voulez, constant layout, c'est une manière un petit peu de dire un composant finalement. C'est comme si vous voyez ici, c'est comme si vous lui rattachez 4 ressorts. Et ces 4 ressorts, ça veut dire que logiquement, on peut le mettre là où on veut. Et après, on peut mettre des contraintes. Par exemple, pour à droite, je vais dire, je vais par exemple, quand vous dites à droite, je vais le mettre par exemple ici. Vous pouvez spécifier par exemple la distance qui va le lier par rapport au bord, par exemple droite. Alors quand si vous fixez, quand vous fixez par exemple, vous dites, je voudrais le mettre tout à droite. Alors quand vous dites je le mets tout à droite, alors forcément, il y a les autres qui vont s'adapter. Alors, ce qui fait que, en tout cas, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici, dans la partie XML, alors vous voyez ces attributs-là. Alors, constant, en fait, ici, constraint left, par exemple, to left, to right, to top, et ici donc vous pouvez spécifier par rapport par exemple comment vous voulez le positionner. Alors comme je disais donc pour le moment donc je vais pas c'est pas l'objectif, donc je vous montre juste les composants de l'architecture, mais l'idée c'est quoi? Quand vous créez un composant,
il faut spécifier comment vous voulez positionner ce composant par rapport, c'est-à-dire dans le layout. Alors, tout dépend. Si par exemple, si c'est un constraint layout, donc il va falloir spécifier ces paramètres-là pour pouvoir le positionner. Alors, après, donc, comme je disais, donc, et après, il y a d'autres propriétés. Par exemple, ici, si vous voyez texte apparence, alors par défaut, donc, vous pouvez spécifier la taille. Par exemple, si vous voulez mettre une grande taille de caractère, large. Voilà, ici, donc, ça, c'est la taille du texte. Mais en fait, tout ce que vous faites là, au niveau WYSIWYG, bien sûr, vous allez voir ici, donc, la propriété. Vous voyez, ce que je viens de faire, c'est la propriété s'appelle text appearance. Et après, ici, je vois large, etc. Alors, je reviens ici. Bon, ensuite, je vais ajouter un bouton. Alors, le bouton, je le mets là. Je le fais glisser, par exemple là. Et quand je le mets, alors automatiquement, il est positionné par rapport également à ce composant-là. Alors, ici, la même chose. Un composant, on va lui donner un texte, par exemple, 6 boutons, par exemple, OK. Et après, il y a d'autres propriétés qu'on peut ajouter. Les couleurs, etc., plein de choses. Et ce qui est important, c'est que chaque composant que vous créez, il a ce qu'on appelle un ID, un identifiant. Ici. Alors, vous voyez donc son ID, par exemple, ici, il s'appelle bouton, comme ça. Je l'appelle bouton B1. Alors, ce qui fait que si vous regardez dans la partie HTML, plutôt XML, vous allez trouver que ici, vous voyez donc il y a votre bouton. Il a bien sûr un ID, donc vous voyez donc c'est ID. Alors ce ID là, donc il s'appelle B1. Mais après vous allez voir, quand votre bouton vous l'appelez B1, quand vous l'appelez B1, et bien tout simplement vous allez voir qu'en fait dans le SDK Android, dans votre projet Android, il y a une classe ressource qui s'appelle R. Alors, comme vous voyez, si on revient ici, dans notre cas ici, quand vous voyez set content view, on fait appel au layout qui s'appelle activity main. Mais si vous regardez activity main, en fait, activity main, c'est quoi? Ben, c'est une variable, c'est tout simplement une variable qui se trouve dans une classe ressource. En fait, dans une application Android, il y a une classe ressource qui s'appelle R, qui est en lecture seule, que vous ne pouvez pas modifier. Il ne faut jamais la toucher. D'ailleurs, si vous cherchez par défaut, il n'est pas affiché dans le projet, mais si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir. Alors en fait, dans cette classe R, à chaque fois que vous ajoutez un composant, à chaque fois que vous ajoutez un composant dans votre application, ben vous dites tout simplement ce composant, je vais l'appeler par exemple B1, et après vous dites il va se trouver dans la catégorie ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la classe R, il y a une sous-classe qui s'appelle ID, dans laquelle il va tout simplement créer une ressource qu'il va appeler B1, et après il va lui associer une valeur. Alors cette valeur-là, vous allez comprendre que c'est une manière un petit peu d'associer le composant, parce qu'au démarrage, parce que ce qui se passe généralement, c'est que quand vous démarrez l'application Android, le système Android va lire ce fichier XML. C'est-à-dire, quand il va le lire, il va me créer un objet de la classe TextView. Cet objet-là, une fois qu'il le crée, cet objet-là, il le crée, il va le placer dans une collection de type, soi-disant, HMAP, si vous voulez, de type map, keyValue. Et ce composant-là, eh bien, tout simplement, il va lui donner une valeur. C'est-à-dire, dans la clé, il va lui donner la clé. Alors, je vous montre d'abord la classe ressource ici, parce qu'il faut comprendre cette classe ressource. Voilà. En fait, la classe ressource, ça ressemble à ça. C'est une classe qui est générée par défaut. Alors, comme vous voyez ici, si vous voulez, dans votre environnement, vous avez une classe R dans laquelle vous allez trouver des sous-classes. Par exemple, vous trouvez la classe ID, sous-classe ID. Alors maintenant, si notre bouton, nous l'avons appelé B,
B par exemple, le bouton B1, automatiquement il va créer une constante, une variable, public static final int, qu'il va appeler B1, et après il va lui affecter une valeur. Bon, une valeur, ça c'est une valeur en hexadécimal, une valeur unique, donc c'est-à-dire par exemple 0x1111 par exemple. Bon, ça c'est, il lui affecte une valeur, c'est juste un identifiant. Alors pourquoi? Parce que quand le système Android va démarrer, parce qu'en fait le premier qui démarre dans votre application c'est le conteneur Android. Framework, Android, Framework, container si vous voulez. Quand il va démarrer, il va lire ce fichier-là, il va lire plutôt le fichier XML, la vue, et quand il va lire la vue, que vous voyez ici, pas ici, pas ici, pas ici, voilà, comme celle-là, quand il va lire cette vue-là, ce layout, il va trouver text view, par exemple, ou bien le bouton. Et quand il va le trouver, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en fait, si vous voulez, Android Studio dispose d'une collection de, on va dire, components, je ne sais pas comment il va l'appeler, mais c'est les composants créés. Bon, components, si vous voulez, c'est une collection, si vous voulez, de type map, si vous voulez, dans laquelle vous avez key value. Donc logiquement, Android, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va lire le fichier XML, il va créer un objet de la classe bouton. Il va créer un objet de la classe bouton. Et après, quand il va créer un objet de la classe bouton, il va l'ajouter ici, dans la liste des composants qu'il a créés. Mais qu'est-ce qu'il va lui donner comme clé? La valeur de la clé. Ben, il va prendre cette valeur-là, c'est-à-dire celle qu'il a attribuée ici. Là, ici je vais simplifier, je vais dire, supposons la clé c'est 11. La valeur de P1 c'est 11. Donc ici il va mettre 11. La même chose, quand il va trouver TextView, il va créer TextView, un objet TextView, et après il va lui donner une clé. Alors, et vous voyez ici également, il y a une sous-classe qui s'appelle Layout. Alors par exemple, notre layout, le fichier ActivityMain, parce que lui-même c'est une ressource, il lui a associé un nom qui s'appelle ActivityMain, et la valeur, il lui a donné une valeur. C'est le SDK qui attribue des valeurs aléatoirement, mais c'est des valeurs, si vous voulez, qui sont uniques, qui permettent d'identifier, si vous voulez, la ressource. Donc ce qui fait quand, au démarrage également, il va créer également un objet de type layout. Alors dans notre cas, c'est constraint layout qu'il va créer. Alors ce layout là, bon, bien sûr ce layout, il contient quoi? Ben, il contient ses composants, parce qu'en fait un layout, c'est à l'intérieur du layout qu'on va trouver ces composants là. On va trouver donc child si vous voulez, child. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les composants de ce layout? Il y a ce composant là, il y a également ce composant. Bon, c'est juste vous dire, finalement, mais la valeur que j'ai ici, la valeur ici, donc ça va être cette valeur-là. C'est 0x, etc., etc., qui va être utilisé comme clé. Mais pourquoi il utilise ce mécanisme? Maintenant, si vous remarquez dans l'activité dans la classe activité, ici, alors quand j'utilise ici set content view, je veux afficher le layout. Mais le layout, où est-ce que je vais le chercher normalement? Pour le chercher, il faut le chercher dans ces composants qui vont être créés. Donc j'ai besoin de connaître la clé. Et pour cela, il suffit d'utiliser R, la classe R. C'est une classe statique. Vous voyez, R, point layout. C'est une sous-classe layout. Point layout. Et à l'intérieur de la sous-classe layout, j'ai une variable. Il va trouver une variable statique
qui s'appelle activité main. Activité main. Donc automatiquement, quand vous lui dites ça, il va prendre cette valeur-là et après il va chercher dans cette collection l'objet qui a cette valeur et il vous donne l'objet. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le principe, mais c'est en fait le système Android. Dès que vous utilisez les layouts au format XML, donc forcément vous avez besoin de passer chaque composant que vous créez les ressources que vous créez, une zone de texte, un bouton, n'importe quoi. Pour chaque composant que vous créez, il va lui créer une variable dans la classe R et il va lui associer une valeur. Et comme ça, par la suite, si vous voulez par exemple accéder à votre objet, par exemple, ici, nous venons de créer un bouton qui s'appelle B1. Alors, ici, dans la classe, dans l'activité, je veux accéder au bouton. Il suffit d'utiliser r.id, et vous allez trouver B1. Il est là. Et si vous voulez même voir sa valeur, vous voyez donc sa valeur, elle est là. C'est la valeur qui lui est associée au niveau de la classe ressource R. Alors, bon, ça c'est le mécanisme qui est utilisé dans Android pour, à partir de votre code Java, de récupérer la référence d'un composant qui est déclaré dans le fichier, dans le layout au format XML. Alors ça c'est en quelque sorte juste une idée sur en fait le layout. Comme je disais, alors ici en principe, vous allez trouver, voilà, donc vous avez votre bouton, vous avez ici vous avez un bouton, vous ajoutez une zone de texte. Alors texte ici, vous avez text view, ça c'est pour afficher le texte. Et après vous avez edit text. Alors edit text. Alors ça c'est text view. Et là pour edit text. Et après vous pouvez spécifier le type. Est-ce que vous voulez saisir une date ou bien un time ou là je sais pas quoi. Alors par exemple ici donc plain text si vous voulez. Alors vous pouvez mettre quelque chose comme ça ici. Ça c'est également c'est un composant. Alors ce composant là la même chose donc ce composant il s'appelle par défaut edit text. Je peux l'appeler edit text par exemple 1. Et je crée mes composants. L'essentiel c'est que c'est pour pouvoir créer les éléments de l'interface. Donc vous avez de préférence de connaître un peu ça, de connaître comment faire la mise en page via XML parce qu'il faut comprendre comment faire la mise en position, comment positionner les composants, etc. Mais généralement, ceux qui n'aiment pas trop voir le XML, souvent ils vont tout simplement regarder un peu comment utiliser si vous voulez l'éditeur WYSIWYG qui vous permet de positionner vos composants, mais à condition de savoir que pour pouvoir les composer, ben, il faut avoir une connaissance sur ce qu'on appelle les layouts. Alors parce que les containers, vous voyez donc dans les containers, vous avez dans les layouts, vous avez constraint layout, vous avez linear layout. Si vous voulez par exemple créer des composants, je ne sais pas, par exemple si vous trouvez linear layout, par exemple horizontal, si vous le mettez là, bon, c'est un linear layout, c'est un container. Mais si je mets des composants, par exemple je vais mettre des boutons, alors tout ce que je vais mettre là, il va être aligné. Alors si je mets, hop, vous voyez donc ils sont automatiquement alignés, horizontalement ici. Alors pourquoi? Parce que ça c'est un linear layout horizontal. Et la même chose, donc je peux par la suite prendre un linear layout plutôt un layout par exemple, je peux les positionner verticalement. Donc ça veut dire que c'est bon pour faire la mise en page. Vous avez besoin de connaître d'abord ces layouts. C'est quoi constraint layout, guideline layout, linear, frame layout, table layout par exemple, et après, etc., etc. Et après, il faut connaître les composants. Bah, les composants, vous avez les composants classiques, vous avez image view, vous avez bouton, etc., scroll view, etc. Vous trouverez également d'autres composants, etc., comme par exemple list view, c'est très utilisé. Grid layout aussi, etc. Grid view. Alors en tout cas, donc, vous avez des composants. Maintenant, ce que nous avons dit, c'est que d'une manière générale, c'est que dans une application Android, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord une activité qui va démarrer.
Alors maintenant, si je démarre mon activité ici, quand j'exécute mon application, il va m'afficher la vue. Supposons, moi ce que je veux faire, quand je clique sur le bouton B1, donc j'ai besoin d'utiliser le bouton B1. Alors pour cela, donc je vais déclarer un bouton. Alors pour pouvoir utiliser le bouton que j'ai créé, ben, on va utiliser find la méthode c'est find view by ID. C'est comme si je lui dis cherche-moi un composant par ID. Alors où se trouve l'ID? C'est dans la classe R, r.id.b1. Donc je lui dis retrouve-moi le bouton dans, parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure, le bouton il est déclaré dans la partie XML. Mais je lui dis retrouve-moi dans la liste des composants qui sont créés au démarrage. Retrouve-moi le composant dont la clé se trouve dans la variable B1. C'est à peu près ça. Une fois que vous avez le bouton, vous pouvez dire par exemple bouton maintenant. Et après, par exemple, quand je clique sur le bouton, je vais dire set on click listener. Alors quand je clique sur le bouton, et ici donc je vais... alors je peux utiliser donc la syntaxe Java 8, une expression lambda comme ça. Alors ici event new on click listener, je peux faire ça. Alors ça c'est la syntaxe classique, c'est pas la syntaxe Java 8, c'est-à-dire quand je clique sur le bouton, la méthode onClick va s'exécuter. Alors ce que vous voyez là dans la partie onClick, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le contrôleur, parce qu'en fait généralement tout ce que vous mettez le code là, c'est le contrôleur de l'application, c'est-à-dire quand il y a un événement qui se produit, bah, le contrôleur il va répondre. Par exemple ici ce que je vais faire, je vais afficher un message dans la zone de texte. Alors j'ai déjà créé un edit text. Edit text, je vais le retrouver encore. Edit text 1 égale. Bon, la même chose, il faut que je le cherche avec find view by ID. La même chose r.id dans la catégorie ID. Edit text 1. Bon, ça je l'ai retrouvé. Il suffit de mettre ici donc edit text 1 .set text. Je vais afficher un texte et je vais afficher une valeur. Alors par exemple, je vais oui. Peux-tu par exemple pour la vue, on peut la laisser ici dans le main, mais pour par exemple le set on click et les interactions, on peut le mettre dans un contrôleur. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Alors justement, maintenant, je suis juste en train de vous montrer le principe. Mais après, si vous voulez structurer votre code, eh bien, il faut un peu séparer les choses. Il ne faut pas mélanger il faut pas mélanger. Si vous voulez, alors tout ça c'est le contrôleur en réalité. Pourquoi? C'est-à-dire, en fait, parce que la vue réellement, elle est là. Oui, la vue, la vue c'est ici. Donc vous avez créé donc votre vue, vous avez les boutons, vous avez tout ça. Alors la classe représente le contrôleur. Alors maintenant, si vous voulez séparer par exemple, c'est-à-dire si vous voulez séparer la partie gestion des événements avec le reste, comme tu viens de le dire, généralement on va créer une classe séparée, on va mettre les événements. Après, il y a des techniques qui permettent de structurer un peu le code. Bon, ça c'est dans tous les langages. Mais en tout cas, donc il faut juste comprendre maintenant le fonctionnement de l'application. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est bon pour tout le monde? Ben, il me reste 5 minutes pour... Alors ici donc je vais mettre une valeur. Alors je vais mettre une valeur aléatoire. Bon, je vais générer un nombre aléatoire. Double par exemple un montant mt égale. Je vais utiliser math.random multiplié par 8000 comme ça. Ici donc je vais mettre ici le montant que je vais convertir en string. Bon, le montant mt ici il faudrait que ce soit un string. Donc vous savez, pour que ce soit un string, il faut utiliser string.valueOf par exemple mt. Alors ça c'est une petite application. Alors quand vous démarrez,
Alors bien sûr, l'émulateur il est lancé. Alors quand vous démarrez, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui se passe, c'est que le système Android donc va commencer, plutôt Gradle d'abord. Il y a Gradle qui va compiler le code, d'accord? Il va compiler le code, il va générer ce qu'on appelle le APK. Hein. APK, c'est-à-dire le fichier de l'application, l'exécutable de l'application. Et après, il va l'envoyer vers l'émulateur pour l'installer. Donc, vous voyez, donc l'application elle est installée dans l'émulateur et après, elle est lancée. Et après, vous voyez, quand vous cliquez sur le bouton ici, OK. Alors, je vois ici la valeur, elle est cachée. Vous voyez, donc j'ai mal positionné mes composants. C'est-à-dire la zone de texte que j'ai créée, il est mal positionné. C'est ce qui n'est pas bon. Parce que là, oui, tout à fait. Alors qu'on voyait d'ailleurs, il vous a un peu reproché ça en rouge, c'est-à-dire avec ce constrainte, on n'a pas en fait défini les contraintes de positionnement du composant. Alors ce qu'il fait ici, il faudrait quand vous avez par exemple cette zone de texte là, on va dire, on va la positionner par rapport à ce bouton comme ça. Bon, ça c'est un petit peu on va zoomer ici. Alors, zoomer. Alors, ça c'est plutôt recherché. Voilà. Alors ici donc les choses ne sont pas bien positionnées, comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai jeté un peu les choses comme ça. Et après, donc si vous voulez bien positionner les choses, donc je vais dire que voilà, donc mon bouton, je vais le positionner par rapport d'abord, c'est-à-dire comme ça, hop. Et après, je vais dire que la zone de texte ici, la zone de texte là, je vais la positionner par rapport au bouton. Donc, je vais prendre ce système de positionnement et je le positionne par rapport au bouton. Et comme ça, donc, il est déjà positionné par rapport au bouton verticalement. Et après, c'est-à-dire hello world, donc je vais le positionner par rapport à la zone de texte, c'est-à-dire au niveau c'est-à-dire en haut. Et par rapport en bas, je vais le positionner par rapport c'est-à-dire je vais le positionner par rapport à linear layout. Et après, vous avez ce linear layout que vous voyez là. Ben, tout simplement, on va le positionner par rapport, c'est-à-dire en bas. Comme ça, on est sûr de le coller, c'est-à-dire en bas. Et en même temps, je vais le positionner par rapport à cette zone de texte. Alors, si vous voulez, ce qu'on appelle constraint layout, c'est-à-dire j'ajoute les contraintes. Alors, vous voyez, donc je positionne un élément par rapport à l'autre, et comme ça, par la suite, il va il va se retrouver. Donc, il y a encore quelque chose qui manque. Bon, je ne vais pas trop tarder là-dessus parce que le temps est terminé. Donc, je vais exécuter. Alors, l'essentiel, c'est que vous avez donc une application qui va s'exécuter. Alors, vous avez pour le moment, il est comme ça. Bon, vous voyez donc l'interface, j'ai un peu fait un positionnement. Quand je clique, je vois ici une valeur qui s'affiche. Quand je clique, bon, c'est un nombre aléatoire qui est généré. Bon, ça c'est juste n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire une petite application. Vous savez en fait que l'application, quand elle démarre, le système Android va instancier l'activité. Et quand il instancie l'activité, l'activité va afficher une vue, main, activity main. Et activity main, finalement, c'est un fichier XML qui contient un layout, qui contient des composants. Donc, le système Android va instancier tous ces composants-là. Et quand il va les instancier, il va les mettre quelque part dans une collection. Et chaque objet, il va lui donner une clé. Mais la valeur de la clé qu'il va lui associer, c'est la valeur en fait, se trouve dans la classe R, dans la classe ressource R. Donc c'est pour cela, à chaque fois qu'on veut un composant au niveau de l'activité, ben, on va le chercher via la classe R. Donc par exemple, je veux un bouton, je vais utiliser find view by ID.
je retrouve mon bouton B1, je retrouve ma zone de texte, text view, qui s'appelle edit text 1. Et après, donc, pour gérer les événements, donc vous avez des choses classiques ici. Alors pour le moment, là, c'est la syntaxe Java 7, c'est-à-dire j'utilise pas les expressions lambda, mais vous savez que par défaut, si vous cherchez dans la configuration, si vous cherchez dans la configuration, vous pouvez spécifier comme quoi vous voulez utiliser la syntaxe Java 8. Ça veut dire dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les expressions lambda. Mais ça, c'est quelque chose dont on va parler après. Bon, alors en tout cas, donc ça c'est la structure. Il reste quand même un élément qui est très important dans une application Android. C'est le fichier Android manifest.xml. Alors ça c'est un fichier qui est très important. Quand une application Android démarre, le premier fichier qu'il va lire, c'est le fichier Android manifest.xml. Alors dans ce fichier Android manifest.xml, c'est dans ce fichier-là que le système Android va trouver d'abord quelle est l'activité qu'il va démarrer par défaut. Alors vous voyez ici donc l'activité qui va démarrer par défaut. Chaque activité dans votre application doit être déclarée. Et là vous voyez bien qu'ici il y a main activité. Bon, c'est l'activité qui est déclarée. Et en même temps, pour pouvoir démarrer cette activité, bon, il envoie ici en fait, il va envoyer ce qu'on appelle cette activité. Il attend de la part du système Android un message. Hein, si vous voyez donc ici ce qu'on appelle intent filter. Il attend un message, une action qui s'appelle main. Donc ça veut dire que finalement, le système Android, qu'est-ce qu'il fait? Dès que vous démarrez, il envoie un message main. Et ce message main, du moment que cette activité elle reçoit ce message main, automatiquement il démarre. C'est pour un peu, plutôt ça c'est pour dire main, mais par contre c'est pour le lancer, c'est-à-dire la catégorie. Ici c'est launcher. Launcher, c'est-à-dire c'est une manière de dire tout simplement que main activité c'est l'activité principale, c'est celle qui va démarrer en premier lieu. Donc, dans le fichier activité, dans le fichier Android manifest.xml, on va également déclarer d'autres choses, par exemple les autorisations. Si votre application a besoin d'accéder à Internet, il faudrait ajouter par la suite vous lui donnez l'autorisation d'accéder à Internet. Pour utiliser la caméra, il faut lui donner l'autorisation d'accéder à la caméra. Alors, pour pouvoir accéder aux composants, c'est-à-dire natif du smartphone, bien tout simplement, on a besoin à chaque fois de lui donner l'autorisation, et l'autorisation doit être déclarée dans Android manifest.xml. Alors pourquoi? Parce que d'ailleurs, quand vous installez une application Android, d'une manière générale, et bien quand vous installez une application Android, le système Android va demander à l'utilisateur que ton application va accéder à la caméra, elle va utiliser les tels, est-ce que tu l'autorises? C'est-à-dire que toutes les autorisations que vous déclarez dans Android Manifest, ils sont très très importantes pour le système Android, parce que quand l'utilisateur va installer l'application, le système Android va informer l'utilisateur que l'application qu'il est en train d'installer va accéder à Internet, il va utiliser la caméra, il va utiliser il va utiliser les librairies, les bibliothèques, etc., etc. Et si l'utilisateur l'autorise, l'application s'installe, et si l'utilisateur ne l'autorise pas, ben, tout simplement l'application ne va pas s'installer. Donc en résumé, donc, vous avez le système va fonctionner comme ça. C'est que quand vous démarrez Android, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va lire le fichier Android manifest.xml. C'est le premier fichier qu'il va lire. Une fois qu'il va le lire, il va trouver qu'il y a main activité qui va démarrer en premier lieu. Donc, il va lui envoyer un message pour démarrer. Donc, automatiquement, le système Android va instancier main activité. Donc, parce qu'il est déclaré comme étant main activité, si vous voulez, dans le fichier Android manifest. Donc l'activité, il va l'instancier, et quand il va instancier main activité, il va appeler la méthode onCreate. Alors la méthode onCreate, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait?
il va lui transmettre le bundle. Si par exemple, il y a l'état de l'activité qui est déjà enregistré auparavant par Android. Donc, la méthode onCreate va s'exécuter. Et dans la méthode onCreate, qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle la méthode setContentView. Et donc, ici, setContentView, qu'est-ce qu'il fait? Il va charger, il va lire la vue, c'est-à-dire ici, c'est activityMain.xml. Donc, ce layout, il va le lire. Il va instancier les composants. Bon, j'ai déjà effacé ce que j'ai écrit tout à l'heure. Il va instancier tous les composants du layout. Et après, donc, automatiquement, une fois que la méthode onCreate s'exécute, que la vue s'affiche, il appelle la méthode onStart, il appelle onResume, et après, l'application s'affiche. Bon, ça, si vous voulez, c'est le démarrage. C'est clair? Alors, je pense... Alors, après, maintenant, comme je disais, à la fin, donc, quand vous compilez l'application, c'est-à-dire quand vous avez l'application, si vous voulez générer, donc, si vous voulez... quand vous exécutez d'ailleurs l'application, il y a Gradle qui génère si vous voulez, l'APK de l'application, c'est-à-dire l'exécutable. Où est-ce que vous pouvez le retrouver? Ben si vous allez vers le dossier de votre application, vous dites Show in Explorer. Donc vous allez trouver donc l'application ici, Build, Generated, plutôt pas ici, Output, APK. Debug, et là vous allez trouver l'application. Alors vous voyez donc l'exécutable, parce qu'en fait c'est Gradle qui construit l'exécutable de l'application qui est installé dans l'émulateur. Alors ça s'appelle appdebug.apk. Alors vous voyez donc sa taille c'est 1,4 mégaoctets, c'est un petit fichier. Alors cette application là c'est l'application que vous pouvez distribuer, c'est celle que vous pouvez installer dans vos téléphones. Vous pouvez l'envoyer par email, vous téléchargez, vous l'installez dans votre téléphone. Si vous voulez, ça c'est mais ici, si vous voulez encore générer la version production, parce que ça c'est l'app debug, généralement, quand vous exécutez, il génère cette version-là, parce qu'il prend en considération donc le mode débogage, ce qui fait que sa taille généralement il est à peu près relativement un peu plus grande. Mais si vous générez la version finale, bon, généralement, il est encore plus compressé et vous allez trouver que en fait, sa taille, c'est moins que ça. Mais en fait, c'est quoi un fichier APK si vous voulez? Bon, un fichier APK, c'est un fichier .zip. Alors, si vous voulez voir ce qu'il contient, il suffit de renommer APK et vous mettez .zip. Et si vous faites extraire, vous allez trouver une application Android, ce qu'il contient. Et donc, une application Android, il contient d'abord le fichier Android manifest.xml. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Android manifest.xml, bon, c'est un fichier XML qui contient quoi? Qui contient tout simplement, dans lequel on trouve, c'est quoi les activités qui sont utilisées, c'est quoi l'activité principale qui va démarrer, quelles sont les autorisations et un certain nombre de choses que vous allez voir. On va trouver également les classes. Alors, toutes les classes Java sont compilées. Vous savez que quand vous compilez une classe Java, vous obtenez le fichier .class. Mais pour Android, la machine virtuelle qui est utilisée, c'est la machine virtuelle d'Alvik. Il est optimisé pour le système Android. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir utiliser des classes dans une application Android? On compile la classe, on obtient le .class, et encore le .class, il va être optimisé pour obtenir un fichier qui s'appelle .dex. Alors, quand vous voyez ici le .dex, c'est le fichier qui contient les classes Java. C'est le bytecode, si vous voulez. Donc, vous avez donc une application Android, vous avez les classes Java, c'est dans le fichier .dex, c'est le bytecode. Vous trouverez le fichier Android manifest parce que c'est le premier fichier qui va être lu au démarrage de l'application. Et vous trouvez les ressources. Normalement, les ressources, vous allez trouver les ressources, les couleurs, les images, les photos, les layouts. Et vous voyez donc comme parmi les layouts, il y a le layout que vous avez créé, activitymain.xml.
Ça, c'est la ressource qui déclare les vues. Mais comme vous remarquez, par défaut, il inclut également d'autres ressources qui sont utilisées. Parce qu'en fait, par défaut, il y a des ressources que vous utilisez, comme par exemple Action Bar, etc., etc. C'est des ressources qui font partie de l'application, parce que quand votre application s'affiche, il utilise d'autres ressources que vous ne créez pas, mais qui sont par défaut fournies. Et voilà. Donc ça, c'est votre application Android. Donc c'est le fichier APK. Donc il faut juste noter que APK, c'est en fait c'est un fichier juste .zip. Et après, qu'est-ce qu'il contient? Ben, il contient ça, ce que vous voyez là. Alors je crois que donc voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait savoir pour le moment. L'objectif ce n'est pas forcément pour le moment de développer une application, de vous montrer comment créer une application, on va dire extraordinaire. Alors maintenant chez vous, vous allez recevoir quelques enregistrements vidéo. Vous allez voir, en fait, il faut d'abord un peu réécouter un peu les concepts de base. C'est très important pour moi. La partie la plus importante de Android, c'est ce que nous avons fait maintenant. À la rigueur, la partie pratique. Je vais vous demander juste de créer un exemple d'application sur Android. Et comme ça, vous allez vous familiariser avec l'utilisation des layouts, tout ce que je viens de citer. Mais après, on va passer rapidement vers le développement cross-platform, notamment avec Flutter. Parce qu'en fait, on va passer plus de temps sur Flutter. Et une fois que vous créez le projet, vous allez en quelque sorte, vous voyez donc, si vous voulez générer l'APK, etc., version, on va dire, prod, voilà la manière avec laquelle vous pouvez le faire. Bon, après, je n'ai pas parlé des ressources d'une manière générale. Donc, les ressources XML, parce que souvent, quand vous créez en fait, ça, je peux quand même le dire rapidement. Dans l'application, quand vous êtes par exemple dans quoi? Alors, je suis dans le layout. Alors ici, quand vous avez par exemple ce message-là, par exemple ici, hello BDCC, bon, ça c'est le texte, vous voyez. Mais quand vous écrivez le texte là, c'est que vous n'avez pas respecté l'internationalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous voulez créer une application avec deux versions, français, anglais, et bien tout simplement, vous n'allez pas associer directement les valeurs, et bien vous allez utiliser ici, vous allez créer ce qu'on appelle des ressources. Et quand vous créez des ressources, c'est-à-dire vous allez ajouter ici une ressource, par exemple, plus, string ressource, ou bien string value, si vous voulez. La ressource name, vous lui donnez par exemple hello world, HW, je sais pas, par exemple. Et la ressource value, c'est par exemple hello world, hello BDCC. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller vers le fichier string.xml, il va déclarer une variable, enfin, la ressource qui s'appelle HW, dont la valeur c'est hello BDCC. OK? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ce qui va se passer, c'est que ici, si vous faites OK, vous allez voir, là, vous voyez bien le message hello BDCC, mais ici dans la partie XML, dans la ressource, vous voyez texte ici. Alors texte, on ne met pas la valeur, la constante. Je fais référence à une variable qui s'appelle HW, qui se trouve dans la ressource string. Ça veut dire quoi string? Quand vous allez vers ressources, vous allez trouver ici les values et vous allez trouver un fichier qui s'appelle string.xml. Et quand vous voyez dans string.xml, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter la ressource dans name, c'est HW, et dans la valeur, c'est hello BDCC. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que maintenant, dans notre dossier values, on va créer un dossier FR et on va créer un dossier EN. Par exemple, FR c'est français et EN ça veut dire English. Et dans le dossier FR, je vais mettre le fichier string.xml dans lequel je vais écrire le texte ici en français. Et dans le dossier EN, je vais encore copier le fichier
plutôt string.xml, dans la valeur, je vais mettre le message en anglais. Et ça y est, automatiquement, quand l'application s'installe, si l'utilisateur a un système français, donc c'est les messages en français qui vont s'afficher. Et s'il a un système en anglais, donc c'est les messages anglais qui vont s'afficher. Sinon, par défaut, il va utiliser le fichier string.xml qui se trouve directement dans le dossier values. C'est pour gérer ce qu'on appelle l'internationalisation. Donc, si vous voulez, dans les bonnes pratiques, quand on associe une constante à une valeur à une ressource, par exemple le texte ou bien une photo, des choses comme ça, bah, au lieu d'utiliser directement la valeur, plutôt ce qu'on fait, c'est qu'on va vers le fichier string.xml, vous déclarez la ressource. Bon, c'est très simple, vous dites par exemple string name, c'est par exemple A, et la valeur par exemple test. Et comme ça, dans la partie vue, alors si vous voulez par exemple associer cette valeur-là à un bouton, ou je ne sais pas quoi, vous mettez @string A, tout simplement. Et dans ce cas-là, donc, si vous regardez bien la vue de votre application, bah, vous voyez ici, donc il y a test ici. Alors ça, c'est comme ça que ça se passe généralement pour pouvoir gérer également le volet internationalisation. Bon, j'avais oublié de parler de ça tout à l'heure, mais je crois que bon, ça c'est juste une information. Alors, comme on a les ressources string, on a également les couleurs. Alors, vous voyez, même les couleurs, c'est des ressources. Par exemple, primary, c'est le bleu. C'est la constante color, ça c'est un bleu et ça c'est. Donc, vous avez donc color accent, c'est un vert. Donc, ce qui permet, quand je veux par exemple créer un bouton avec un style, avec une couleur, au lieu de mettre la valeur de la couleur, je fais appel à une couleur qui s'appelle color primary. Alors ça c'est pour les couleurs. Et après il y a les styles. Alors votre collègue tout à l'heure il a posé la question par rapport à CSS, l'équivalent. Et bien tout simplement dans Android vous avez les styles. Alors vous pouvez créer un style, par exemple vous voyez donc un style qui s'appelle AppTheme, c'est le thème de l'application, et dans lequel on spécifie les items. Item. Par exemple, le style primary color, c'est la couleur, ça c'est le bleu, c'est la couleur qui est déclarée dans la ressource color. Ici, pour tout ce qui est primary dark, c'est le bleu foncé, et après, tout ce qui est color accent, c'est le vert. C'est-à-dire Adawa le style. Donc ça veut dire que quand vous appliquez le style à AppTheme, alors par défaut, quand vous dites là, je veux utiliser color primary, il va choisir cette couleur. Quand vous dites color primary dark, etc., c'est le bleu foncé, etc. Bon, ça c'est également la même chose. Donc vous pouvez regarder dans une démonstration vidéo comment utiliser les thèmes et comment personnaliser les thèmes. Et c'est là où on va personnaliser le design, si vous voulez, de l'application Android. Voilà, alors je vais m'arrêter à ce niveau-là, j'ai trop parlé. Parce qu'il fallait dire tout ça, tout simplement. Alors ça, je crois que j'ai parlé de tout ça. Vous voyez, donc ça, c'est les ressources values. Vous avez values EN, espagnol ES, values FR. Donc ça, c'est pour faire l'internationalisation. Les autres ressources, il y a les layouts, etc. Voilà, alors ce que je vous demande, c'est chez vous donc de créer, de regarder dans le support et les vidéos. Il y a un exemple d'application très simple dans lequel vous allez saisir un montant. Et après, quand vous cliquez sur le bouton calculer, on va faire un calcul. Mais en même temps, on va utiliser un list view pour afficher la liste des résultats, l'historique. Tous les calculs que je fais, je vais les ajouter dans la liste. C'est un list view, il faut savoir l'utiliser. Et après, il y a un exemple également d'application ici. Voilà, il y a un exemple d'application, par exemple, d'une météo. Donc ça, c'est une petite application sur laquelle vous allez travailler. Bon, une application dans laquelle on va saisir la valeur par exemple, d'une ville. On clique sur le bouton. On va envoyer une requête HTTP vers un web service qui se trouve dans openweather.org, qui va vous donner la météo de cette ville en format JSON. Et après, on va afficher cette météo dans un list view. On affiche l'état de la météo, on affiche la date, la température minimale, maximale, etc. Donc vous regardez également comment
vous avez quelques portions de code ici que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous montrer comment créer un exemple pareil. Voilà, alors pour moi ça suffit. Si vous créez ces deux applications sur Android, c'est largement suffisant pour dire, voilà, j'ai compris le principe. C'est-à-dire de développement d'applications natives Android, parce que là vous allez toucher pratiquement à toutes les parties essentielles. Mais après, si vous voulez être un spécialiste Android, bah là, il faut un petit peu travailler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler. Mais comme je disais, donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que nous, on veut développer des applications pour plusieurs plateformes. Parce qu'il n'y a pas qu'Android, il y a iOS, il y a d'autres plateformes. Ce qui fait, on va plutôt donc opter pour le cross-platform et particulièrement, on va travailler avec Flutter.